Et on prend la route, on arrive en Belgique. Effectivement, j'arrive dans cet endroit qui s'appelle Gare du Nord et je vois des prostituées qui sont dans des vitrines. Étonnant. Il est là, il me dit, ah tiens, elle, regarde, elle est fraîche. Je vais me la faire. Il y va. Il revient. Il me dit, Bi, t'es encore là? Je dis, ah ouais, gars, le game, il est chaud là quand même un peu, t'as vu? Moi, j'ai quelques notions chrétiennes, tu vois. Mais il me dit, non, tiens, je te paye ta première. Il me donne 40 €. Et j'y suis allé et j'ai couché avec une prostituée. Moi qui vous prêche aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, vous m'avez invité pour prêcher, pour parler, pour raconter mon témoignage. J'ai chanté, vous avez senti la présence de Dieu pendant que je chantais. Mais moi, j'étais un masturbateur. J'allais sur des films pornographiques, je me masturbais. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai 2 magnifiques enfants. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour moi, malgré la vie que j'ai menée. S'il l'a fait pour moi, et toi? Et toi? Pour vous expliquer un peu mon témoignage, il faut savoir que je suis né en Côte d'Ivoire. À Abidjan, à Cocody exactement, au CHU de Cocody, le 13 octobre 1986, donc j'ai 31 ans. Il me reste 2 ans pour faire des blagues et après je dois mourir à la croix et devenir encore plus sérieux. Ah ouais. Et j'habitais dans un quartier qui s'appelle la Riviera Golf. Mes parents très aisés, papa directeur de l'enseignement technique et de je sais plus quel truc. En gros, il avait des sous. Maman qui travaillait dans un cabinet médical. Et puis moi, j'étais le dernier fils officiel. Parce qu'il y avait des officieux. On me disait, ah, c'est ton cousin, c'est ton cousin. Alors très tôt quand j'étais petit, par rapport à ce que mes parents vivaient, mon père à l'époque, qui est un homme formidable, n'était pas sérieux avec ma maman. Et ma mère souffrait des fois de tout cela. Et en fait, dès mon enfance, alors que mes amis cherchaient à avoir des Legos, des jouets et tout ça, moi je cherchais une famille. Un père et une mère qui s'aiment. C'était les pensées d'un enfant qui avait 6 ans. Je cherchais à voir papa, maman se faire des bisous, je sais pas. Comme disent les jeunes, wesh, petit bisou. Pourquoi toujours des disputes, des coups, etc. Et j'étais seul parce que mon grand frère a 20 ans de plus que moi. Mon grand frère officiel. Je détends un peu l'atmosphère. Et un jour, je rentre de l'école, j'avais 6 ou 7 ans, et je vois mes amis en train de jouer au basket. Et là, je tombe amoureux du basketball. Et je me mets à fond dans le basket, et je me rends compte que je suis pas mal doué finalement. Alors, je décide d'en faire une carrière, une vocation. Et puis, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, mes parents ont décidé de m'emmener en France parce que ma mère est française. Je me dis très bien. Et là-bas, c'était pour faire sport-études basket. Alors j'arrive en France, plein d'orgueil. Je me dis, de toute façon, je suis tellement fort que, voilà, on va me repérer. J'ai commencé le basket dans un club, j'avais 13 ans. Au premier entraînement, l'entraînement qui a suivi, on m'a fait jouer avec les seniors. Parce qu'effectivement, j'étais trop fort. Et je pensais que c'était une fierté. Mais quelque part, cet orgueil cachait un manque qui était en moi. Je n'avais pas grandi dans un équilibre familial correct. Alors, chaque fois que je rencontrais une fille, c'était ma go, ma femme. Et elles avaient une phrase qu'elles me disaient à chaque fois. T'es trop bien pour moi. T'es un gars trop sérieux. Je sais plus où j'en suis. Et ça me fatiguait à chaque fois, parce que chaque fois que je me mettais avec une fille à l'époque, c'était avec tout mon cœur. J'étais prête à l'épouser, parce que j'avais manqué de ça. Alors un jour, dans le cadre du basket, je me suis inscrit dans un club qui s'appelle Fleury-Mérogis, à côté de la prison. Et on jouait là-bas, je crois qu'ils étaient en région, on jouait. Et puis avant l'entraînement des seniors, il y avait l'entraînement des cadets filles. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. J'arrive à cet entraînement en premier et je vois une jeune là, une réunionnaise là comme ça. Elle met des 3 points, elle dribble et tout, et puis elle me plaît.
Son seul problème, c'est qu'elle est un peu trop grande de taille. Et moi, j'aime pas les filles qui sont trop grandes de taille. Parce que j'aime pas les regarder comme ça, tu vois. Ça fait bizarre en tant qu'homme, tu vois. Est-ce qu'un homme me comprend? Et je m'intéresse à elle et je découvre qu'elle est fan de moi parce que je faisais du rap dans le monde. Je me dis, c'est bien ça, tant mieux. Son seul problème, c'est qu'elle avait 17 ans. Et moi, j'en avais 23. J'habitais dans une cité. Et vous savez comment ça se passe dans le quartier. Si par malheur, on apprend que je sors avec une fille qui a 17 ans, c'est la honte pour moi, surtout que je suis rappeur. Mais amoureux et sincère, j'ai dit j'assume. Alors je me suis mise avec elle. Quand je me suis mise avec elle, je suis rentré chez elle à la maison. Ses parents m'ont pris comme un fils. Quand je finissais l'entraînement, il y avait mon repas. Et en fait, j'ai retrouvé la famille que j'ai toujours cherchée. Un équilibre familial, des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Et puis, j'ai pris la virginité de cette jeune fille-là, à ses 17 ans. Pour moi, c'était quelque chose de fort. Pour moi, je ne plaisantais pas avec ça. Et même si dans la cité, je passais pour comment il disait, le pédophile ou je ne sais pas quoi, ce n'était pas mon problème. Je vous le dis parce que je vais être très vrai avec vous, parce que c'est le témoin véritable qui délivre des âmes. Et parmi nous, des fois, il y en a qui sont victimes de ces vices-là, qui ont besoin d'en parler, mais qui ne savent pas comment faire. C'était mon cas. Et j'ai compris que comme c'est difficile, je vais m'exposer pour toi, pour que tu saches que c'est possible de s'en sortir. Et donc, j'ai pris la virginité de cette jeune fille. Et elle est partie à La Réunion. Elle a rencontré un beau Réunionnais là-bas. Elle m'a trompé. Moi, comment on disait dans le quartier avant? Le daron, le darlus. Moi, le darlus. Une petite, elle me trompe. Elle rentre, elle me dit la même phrase là. Oh, je sais plus ce que je ressens pour toi. Non, c'est bon. Vas-y, c'est fini. Et moi, le jeune homme de 23 ans, mais chérie, non, reste avec moi. C'est fini. Reste avec moi, c'est fini. Mais chérie, dans mon quartier là, tu sais pas que j'ai pris des risques pour toi? C'est fini. Chérie, ma réputation, c'est fini. Et ça m'a fait très mal. Parce que j'étais amoureuse d'elle, mais je perdais aussi un équilibre familial que j'avais trouvé. Et ça a été très difficile pour moi. Alors cette même année-là, j'ai passé mon BTS, je l'ai eu, et j'ai signé mon premier CDI dans une banque. Et j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai commencé à faire un peu les contours, tout ça. J'ai acheté ma première voiture. C'était une Clio 2 Campus avec des jantes un peu façon. J'ai repris un peu le sport et j'ai fait une grande découverte. Être métisse à Paris, en France, ici, avec une voiture, des boucles d'oreilles et des contours. Punaise! J'ai découvert un pouvoir. Alors j'ai commencé à vivre dans la débauche, avec toujours un malaise au-dedans de moi. Et puis un jour, plein d'orgueil, je me dispute avec mon grand frère qui m'hébergeait. C'est là qu'on va atteindre la chute de mon témoignage. Je sors, je prends ma voiture. Et j'avais vu Rof à l'époque à la télé, sur Bouscapé. Il disait, ouais, moi quand je pète un câble, je fais un tour du périph'. Donc j'ai pris ma voiture et je suis allé faire un tour du périph'. Pour être en conformité avec le quartier. J'appelle un de mes potes qui s'appelle Mickaël. Je dis, le B, viens on fait un tour du périph'. Il me dit, ok. On prend sa voiture, il gare sa voiture quelque part, on monte dans ma voiture, on fait un tour du périph'. On discute et tout. Et lui, il se moque de moi. Il me dit, ah, toi, les petites de 17 ans, ils jouent avec toi. Ah. Et on arrive à Porte de Bagnolet. Et il me dit, tu vois, là, si on prend cette route-là, en 3-4 heures, on arrive en Belgique, à Gare du Nord. T'inquiète pas, tu vas te mettre bien. Je dis, c'est quoi le truc? Il me dit, il y a des prostituées là-bas. T'y vas à Gare du Nord. Moi, ça me t'inquiète pas, tu joues avec les petites filles là. Viens, je vais te montrer les vrais trucs. Je le regarde, je lui dis, t'es chaud? Il me dit, ouais, je suis chaud. T'as ta carte bancaire? J'ai ma carte bancaire. Vas-y, on y va. Et on prend la route, on arrive en Belgique. Effectivement, j'arrive dans cet endroit qui s'appelle Gare du Nord et je vois des prostituées qui sont dans des vitrines. Étonnant.
il est là, il me dit, ah tiens, elle, regarde, elle est fraîche, je vais me la faire. Il y va, il revient. Il me dit, Bi, t'es encore là? Je dis, ah ouais gars, le game il est chaud là quand même un peu, t'as vu? Moi j'ai quelques notions chrétiennes, tu vois. Mais il me dit, non, tiens, je te paye ta première. Il me donne 40 €. Réflexe de banquier, je prends les 40 €. Mais j'y vais pas, mais je mets dans ma poche. À un moment donné, vous allez voir comment les blessures intérieures peuvent faire du mal. On va passer devant une vitrine et on va revoir une fille qui ressemble à une fille que j'ai kiffée. Et il me dit, ah tiens, regarde, elle ressemble à Jenny. Je vais me la faire. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mes frères et sœurs. J'ai dit, non! Mais moi, je voulais dire, non, fais pas ça, parce que tu vois, dans mon cœur, ça va me faire mal. Mais lui, il a compris, non! C'est moi qui vais y aller. Et là, il me dit, ah, voilà, Bi, voilà! Donc, il m'ambiance, dit, ouais, voilà, moi, tu crois que quoi? Tac, tac. Et j'y suis allé, et j'ai couché avec une prostituée. Moi qui vous prêche aujourd'hui. Et quand je suis ressorti de là, je me sentais homme. Ouais, j'ai fait un truc gangsta. On reprend la voiture, on rentre, et je me sens bonhomme. Je fais du rap, je habite dans un quartier, et je couche avec des prostituées, et je suis métisse, et je suis frais. Qu'est-ce qu'il y a? La deuxième fois, pour terminer mon témoignage, c'est moi qui vais organiser le plan pour partir en Belgique, à Gare du Nord. Je fais un calcul de banquier. Pour que ça soit rentable, il faut qu'on soit 5 dans la voiture. Donc je sélectionne 5 potes qui marchent dans le jargon. Au quartier, on disait qu'ils sont dans le sale. Je sélectionne 5 bougs qui sont dans le sale et on y va. On arrive en Belgique, chacun va vers une prostituée. Et moi, je suis en face d'une vitrine et je suis en train d'hésiter entre 2 filles. Une fille qui était un peu maghrébine et une fille qui était caucasienne. Mais j'hésitais entre ces 2 filles-là comme s'il y avait un coca et puis un coca cherry. Aucun remords. Et tout d'un coup, mon cœur commence à battre. Ça bat fort. Et j'ai une pensée en moi qui fait Jésus, Jésus, Jésus. Parce que ma mère m'emmenait à l'église catholique à l'époque. Et quand je suis venu en France, mon frère connaissait un travail avec un artiste dans le monde qui s'appelle Mewé. Et l'épouse de cet artiste-là était évangélique, entre guillemets. On sait que ça ne veut rien dire, c'est le royaume qui compte, mais elle était d'une culture dite évangélique. Donc je suis allé dans une église évangélique. Donc j'avais quelques notions. Et j'entends Jésus, Jésus. Et là je me dis, mais affaire de Jésus, là, maintenant, là, ça va casser mon délire. Non. Mais la pensée s'accroît. Et la même pensée me dit, c'était pas une voix, c'était vraiment sous forme de pensée. Si tu commets cet acte, c'en est terminé pour toi. Mais si tu te retiens et que tu ne commets rien, tu vas voir ce que je vais faire de toi plus tard. C'était en 2008. Mais il y a un combat. J'ai pas envie parce qu'il y a ma réputation. Et puis les mecs que j'ai appelés pour venir avec moi, c'est pas mes potes. S'ils apprennent que B-Ride qui parle, là, il n'a pas fait ce qu'il a dit, c'est chaud, c'est ma réputation. Et j'ai déjà subi le truc avec ma petite réunionnaise. Donc c'est compliqué. Et tout d'un coup, je commence à culpabiliser. Je sens une culpabilité et je pense à ma mère qui est venue en France pour m'aider. Avec le petit argent qu'elle avait, elle me donnait 70 €. Et à l'époque, je devais choisir entre payer mon titre de transport pour aller à l'école et ne pas manger les midis, ou manger le midi et frauder tout le mois. Je repense à mon père qui a pleuré quand il devait m'emmener en France, qui s'est un peu humilié devant ma maman pour que je puisse venir en France. Je repense à mon frère qui m'a hébergé. Je repense à mes chansons d'amour, à toutes les personnes que j'ai aimées. Et je commence à me culpabiliser. Je sens que je ne suis pas bien. Et j'ai l'habitude de me moquer des gens qui veulent se suicider, tout ça. À l'époque, pour moi, c'était du vice. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu un dégoût de moi. Et j'ai eu envie de me suicider, sincèrement. Comme si ma vie n'en valait pas la peine. Alors, dans cette rue où il y avait 400-500 personnes, il y avait même un mec qui parlait à la vitre. C'est-à-dire que la prostituée, elle était dans le truc, et lui, il était là. T'as froid? Il y avait des riches, il y avait des gars de cité, il y avait de tout. Et j'étais là comme ça, ça se passait dans mon cœur. Et il y a un monsieur, comme toi, qui a accepté d'obéir à Dieu un jour, qui est passé.
dans cette rue. Et on va dire que le grand frère Alain, c'est moi. Il passe, je le regarde, et il s'arrête. Il se retourne et il me regarde. Donc, comme on fait au quartier, baston de regard, normal. Je le regarde aussi. En plus, il était un peu mince, une chemise blanche et tout ça. Donc, je me dis, lui, je peux le soulever rapide. Sauf qu'à un moment donné, il me regarde et il s'approche de moi. Donc là, je commence à paniquer. Je me dis, il est mince comme ça, et puis ça veut dire qu'il doit être dangereux, ce gars-là. Ça doit être... Et il arrive, et il me fait ça. Il me dit, excuse-moi. Moi, je fais, quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et il s'est retourné, il est parti. Je ne sais pas aujourd'hui si c'était un homme ou un ange qui m'a parlé ce jour-là. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si cette personne-là peut imaginer la trajectoire que ma vie a pris à cause de lui. Et il est parti. Alors je suis rentré en France, mais j'ai continué à vivre ma vie de péché, mais j'ai dit je ne remets plus les pieds en Belgique là-bas parce que c'est bizarre. Alors j'ai rencontré une fille, on s'est mis ensemble, là c'est vraiment la fin de mon témoignage. Je me suis mis juste avec elle pour du sexe, parce qu'elle avait les formes qui me plaisaient. Je n'étais pas forcément amoureux. On a pris un appartement ensemble, on a vécu dans la débauche pendant un moment. Et ma vie a commencé à se compliquer. J'ai fait une dépression à mon travail, j'ai arrêté de travailler pendant 2 mois. Et j'ai arrêté de prendre soin de cette personne-là. Et un jour, elle est partie, elle m'a quitté. Et à mon travail, j'apprends que je suis sur le point de me faire virer. J'ai des crédits sur la tête, crédit de ma voiture. Je ne peux pas payer le loyer tout seul. Il était à 800 et quelques. J'ai gagné 1200 € à l'époque. Ma mère qui m'appelle de Côte d'Ivoire. Mon fils, je suis fier de toi. Je vais venir m'installer avec toi un peu pour t'aider. Mon père qui est fier de moi. Or, il ne s'imagine pas que je vais tout perdre. Alors un jour, dans mon salon, je me suis mis à genoux comme ça. Après que cette fille soit partie, que tout le monde soit parti, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Et j'avais une petite notion des démons, des esprits, tout ça, parce que j'avais fréquenté une église dite évangélique. Donc il y avait aussi cette peur-là un peu de... Et je me suis mis à genoux. Et j'ai dit ceci. Seigneur, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est à cause de ce qui s'est passé en Belgique. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Mes potes, ils m'ont laissé. Je vais perdre la maison. Telle personne m'a quitté. Je vais peut-être perdre mon travail. Je n'ai plus rien à perdre. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne avec moi. Je ne sais même pas comment j'ai su que c'était ça que je devais dire comme parole. Mais à l'instant où je l'ai dit, il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Comme si on me touchait comme ça. J'ai trouvé ça tellement bizarre que j'ai appelé... Bon, nous les garçons, on a toujours des meilleures amies filles. Et comme par hasard, elles sont toutes très belles. Fais attention à toi, je parle à quelqu'un. J'appelle une amie à moi, Samira. En fait, je l'appelle pour pleurer. Je ne l'appelle pas parce que j'ai besoin de parler. Je trouve ça anormal d'être heureux à ce moment-là. Je l'appelle, on pleure au téléphone. Mais dès qu'on raccroche, je suis à l'aise. J'appelle une autre amie à moi, Kaina. On parle. Dès qu'on raccroche, je suis à l'aise. Et là, c'est vraiment la fin de mon témoignage. Là, c'est vraiment la fin. Le week-end qui suit, je passe toute ma nuit à jouer à PES. 2009, je crois que c'était. J'avais fait ma carrière et tout. On est ensemble ou pas? J'avais créé mon joueur et tout. Il était dans un club, tu vois, Real Madrid, tout ça. Je joue toute la nuit. Et vers minuit et quelques, il y a une sœur qui s'appelle Sarah, qui est chantre aujourd'hui, qui s'appelle Lynn Murray. C'était la responsable de ma chorale de l'église où j'étais avant. Elle m'appelle à l'époque, elle me dit « Oui, Yann, je viens à Paris, tout ça, viens me chercher parce que je savais que j'avais une voiture. » Je dis « Oui, il n'y a pas de souci, Sarah, de toute façon, toi-même, pourquoi pas ?» Tu vois, j'arrive à l'aéroport le dimanche, elle me dit « Elle arrive demain », c'était samedi. Donc le dimanche, j'arrive, j'attends son vol, je ne vois pas son vol. J'attends, je ne vois pas son vol. À Roissy-Charles de Gaulle, je ne vois pas son vol. J'appelle sa mère. Elle me dit « Mais non, quand Sarah t'a dit demain là, en fait c'est demain lundi. » Parce qu'on était dimanche, minuit, tu vois à peu près. Donc un peu dégoûté de m'être levé pour rien. J'ai joué toute la nuit, je prends ma voiture et je rentre. Et la même pensée que la Belgique me dit « L'église n'est pas loin, vas-y. » Parce que mon beau-frère
a été consacré prophète dans une église que j'ai fréquentée pendant 8 ans. Et il me dit, vas-y, c'était à Saint-Denis. Et moi, j'étais à Roissy-Charles de Gaulle. Et plus j'avance, plus j'ai pas la paix du cœur. Alors, à un moment donné, je m'arrête et je l'appelle. Bonjour Lamine et tout, c'est quoi l'adresse de l'église? Et j'ai fréquenté cette église, j'ai servi là-bas. Je sais comment ça se passe. Dès que le culte commence, téléphone, c'est cuit. Mais ce jour-là, il a décroché. Il m'a donné l'adresse. J'arrive, alors là, je vais parler le jargon de l'époque. Boucle d'oreiller, casquetté, contouré, baggy shorté, musclété. J'arrive à l'église, je me dis, une sœur en Christ, ça fait pas de mal. Forcément une fille sérieuse. Au moins, elle me dira, je sais pas où j'en suis. Je m'installe, et là, le pasteur arrive, et il va prêcher son message, mais il prêche sur toute ma vie. Et il termine en disant, si dans toutes ces choses-là, tu t'es mis à genoux dans ton salon, et que tu as dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Dieu a un plan pour toi. J'ai fondu en larmes. C'est comme ça que Jésus est rentré dans ma vie. Regardez, aujourd'hui, vous m'avez invité pour prêcher, pour parler, pour raconter mon témoignage. J'ai chanté, vous avez senti la présence de Dieu pendant que je chantais. Mais moi, j'étais un masturbateur. J'allais sur des films pornographiques, je me masturbais. Aujourd'hui, je suis père de famille, j'ai 2 magnifiques enfants. Vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour moi, malgré la vie que j'ai menée. S'il l'a fait pour moi, et toi? Et toi?